Alors, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle séance à distance consacrée toujours à la matière ou bien au module du droit international public, surtout pour les deux sections 1 et 2. Si vous vous rappelez bien, le premier chapitre a été consacré à l'étude, l'analyse des traités internationaux comme première source qu'on a étudiée du droit international public. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième source qui est les coutumes ou bien la coutume internationale. Donc, qu'est-ce que la coutume internationale? C'est ce qu'on essaiera de voir à travers cette séance. Le chapitre a été divisé en deux sections. La première sera consacrée à l'étude du processus de création de la coutume, comment une coutume est créée. N'oubliez pas que la coutume, c'est un droit non écrit. Donc, comment peut-on voir émerger une nouvelle coutume internationale, comment elle est créée. Et c'est ce qu'on verra dans cette première section. Et deuxièmement, on va voir la portée des règles coutumières, c'est-à-dire l'opposabilité de la coutume, etc., les effets de la coutume, pour que par la suite, on puisse étudier les rapports ou bien on fasse une comparaison entre les règles coutumières et les règles euh, conventionnelles, la coutume et le traité. D'abord, qu'est-ce que la coutume? Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit dans la première séance que les sources du droit international ont été répertoriées dans l'article 38 du statut de la CIJ. Qu'est-ce qu'on pouvait lire et qu'est-ce qu'on peut lire toujours dans cet article? On peut lire que la Cour, c'est-à-dire la CIJ, dont la mission est de régler conformément au droit international les différents avec des, c'est-à-dire les litiges, les différents qui lui sont soumis, appliquent, donc cette Cour, les juges de la Cour, qu'est-ce qu'ils appliquent pour trancher les litiges? D'abord, ils appliquent les conventions internationales et ils peuvent appliquer aussi la coutume internationale. On a vu d'autres sources, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. On verra, je vous expliquerai tout ça durant cette séance. Alors, définissons. Qu'est-ce que la coutume internationale? La coutume internationale, comme je vous l'ai dit, est une norme non écrite. Il n'est pas codifié, etc., mais c'est une norme, c'est une loi qui n'est pas écrite. Est définie comme une pratique générale, c'est-à-dire un État ne peut pas créer tout seul sa propre coutume. Il devrait y avoir des parties dans cette coutume. On va voir quel est le nombre d'États, etc. Donc, comme une pratique générale des États considérés par eux comme étant une règle de droit. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas une pratique comme étant juste une simple pratique entre eux qui n'est pas obligatoire, qu'ils peuvent appliquer une fois et ne pas appliquer d'autres fois. Non, là, ils doivent considérer cette règle comme étant une règle de droit, une pratique qu'ils considèrent juridiquement obligatoire ou juridiquement permise. C'est ça la différence entre une simple pratique et une coutume internationale. On verra tout ça plus tard. Très bien. Pendant longtemps, le droit international public était essentiellement composé de coutumes. Auparavant, la majorité écrasante de l'arsenal juridique international en matière de droit international public était composé de coutumes. C'était le droit coutumier qui était le droit le plus répandu sur la scène internationale. Exemple, les principes de liberté des mers, l'immunité des locaux diplomatiques, le principe d'égalité des États, etc. Donc, la coutume était, comme vous pouvez le lire, l'ossature, le cœur du droit international. Sauf que plus on avançait dans le temps, plus cette coutume perdait de son importance. Pourquoi? D'abord parce qu'on avait créé en 1947 la Commission du droit international de l'ONU, la CDI. C'est quoi la Commission du droit international de l'ONU? C'est une commission qui a été créée et qui était chargée, qui est toujours chargée, de codifier les règles coutumières. Au lieu que ce soit des règles
coutumières non écrites, etc., on a pris toutes les coutumes en charge et on a commencé à les codifier pour que la preuve devant les juges soit plus facile. C'est plus facile d'avoir des preuves écrites que de dire, ben voilà, il pourrait exister une coutume générale, locale, régionale, etc. Donc, l'ONU avait pris l'initiative de codifier la grande partie des coutumes. Deuxièmement, la norme coutumière paraît, dans sa manière d'être formée, moins respectueuse de la volonté de l'État que le traité. Vous vous rappelez que le traité, si l'État n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir de traité. Et même lorsqu'il signe le traité, s'il ne s'agit pas d'un traité en forme simplifiée, la signature ne veut rien dire s'il n'y a pas de ratification. De même, on respecte le consentement des États dans les traités internationaux, le consentement qui ne devrait pas être vicié par un vice de consentement, etc. Donc, dans le traité, le consentement de l'État est expressément requis de la négociation jusqu'à l'interprétation et l'engagement de l'État après la ratification via la signature, s'il s'agit d'un traité en forme simplifiée. En revanche, par contre, la coutume est réputée être un mode tacite. On ne se réunit pas entre États dans une conférence internationale, bien dans une organisation internationale, pour signer et discuter, négocier une coutume internationale. Non. Donc, puisque tu ne t'es pas opposé à une coutume, on va considérer que tu l'as acceptée. Donc là, il n'y a pas une volonté, une manifestation de la volonté d'une manière claire et expresse des États, contrairement au traité. Donc c'est la raison pour laquelle les États ont commencé à s'éloigner un tout petit peu de la coutume qui ne reflète pas forcément leur volonté. Et troisième cause, troisième motif pour lequel la coutume est de moins en moins importante, c'est la facilité du déplacement sur le plan international. Auparavant, c'était très difficile pour un chef d'État de se déplacer d'un pays à un autre, vu les moyens de transport, etc., etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se déplacer, etc. Et donc, qui dit facile de se déplacer, donc dit facilité de signature des traités. Et c'est préférable car le droit international devient de plus en plus technique et difficile, puisque les clauses du droit international deviennent de plus en plus techniques, difficiles à comprendre, etc. Donc, il vaut mieux que les représentants des États se réunissent, discutent, etc., pour pouvoir engager leurs responsabilités plutôt que de dire, ben voilà, il y a une coutume qui s'était créée dans telle ou telle région et que j'accepte, etc., etc. Donc, ils préfèrent des traités internationaux. D'accord. Qu'en est-il maintenant du processus de création de la coutume? Je rappelle l'article 38, dans son premier paragraphe, la coutume, on peut lire la coutume comme étant une preuve d'une pratique générale acceptée comme étant du droit. Donc là, lorsqu'on lit cette déclaration, cet article, on peut déduire deux choses, qu'il faut deux éléments. Un élément matériel et un élément psychologique ou bien intentionnel. Qu'est-ce que l'élément matériel? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une pratique générale. Ça veut dire quoi, une pratique générale? C'est-à-dire une pratique des agissements, des actes, des déclarations, des comportements des États ou bien des organisations internationales, intergouvernementales. N'oubliez pas que les organisations intergouvernementales, qu'on appelle communément les organisations internationales, sont composées d'États. Donc, les agissements des organisations internationales comme les agissements des États, quelle que soit leur forme, que ce soit sous forme de déclaration, d'actes, de comportements, etc., participent à la formation de la coutume internationale. Donc, faites attention,
je dois mettre l'accent sur ce point-là, il y a des juristes qui avaient estimé que les individus pouvaient être aussi concernés par cette répétition, etc. D'autres ont estimé que les ONG euh, peuvent être partie prenante à la création des coutumes. Mais la doctrine, dans sa globalité, dans sa majorité écrasante, a tranché en faveur de deux acteurs capables de créer la coutume internationale, qui ne sont autres que l'État et l'organisation internationale. Les États et les organisations internationales. Pas d'individu, parce que lorsque l'individu agit, ça suppose une réaction de la part de l'État d'une manière passive ou active, etc. Donc ça, c'est un autre débat, peut-être on verra dans le cadre d'un master ou autre. Mais retenez une chose, c'est que seuls les États et les organisations internationales peuvent agir en matière de coutumes internationales. Donc, quelle est la manière? C'est ce que je viens d'expliquer, soit des comportements, des déclarations, des actes, soit d'une manière active, soit d'une manière passive. C'est-à-dire quoi? Active, c'est-à-dire on agit, on dit voilà, nous, on est pour cette coutume internationale, on adhère à ce comportement, on est avec cet acte, on approuve cette déclaration. Donc, j'agis d'une manière active. Passive, je ne dis rien. Et on verra, lorsque je ne dis rien, est-ce que la coutume s'impose à moi ou non? C'est ce qu'on verra. Cette pratique, cette répétition doit être constante et cohérente. Constante, c'est-à-dire elle s'est appliquée durant une longue durée. On ne l'a pas appliquée pendant 2 ans, 3 ans, par la suite, on l'a abandonnée. Non, d'une manière constante dans le temps. Et la durée dans le temps. Et d'une manière cohérente, c'est-à-dire on n'a pas dit une coutume et son contraire. Donc, il faut y avoir une cohérence entre les différents termes de la coutume. Donc, la coutume était cohérente. La répétition, donc, ces agissements, qui peuvent être soit des déclarations, des actes ou bien des comportements, doivent être répétés d'une manière constante, cohérente, et répétition dans le temps, pratique constante et uniforme, c'est ce que je viens de dire, et ça c'est la CIJ, la jurisprudence, qui avait mis l'accent sur ce point, et dans l'espace, donc la répétition aussi bien dans le temps, d'une manière constante et uniforme, que dans l'espace. Ici, au moins 2 États, selon la Cour internationale de justice, une coutume doit être créée au moins avec 2 États. Mais il dit en même temps qu'on n'a pas besoin de l'accord unanime de tous les États, pour qu'une coutume puisse voir le jour. Ce qu'il nous faut, c'est minimum 2, mais il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire, on vous dit, il ne faut pas avoir l'accord de tous les États pour parler d'une coutume. Donc ça, c'est ça le plus important dans la jurisprudence de la CIJ. Enfin, il faut une reconnaissance par la jurisprudence de la coutume. Il ne faut pas une reconnaissance, mais généralement, et c'est ce que vous pouvez lire dans la plupart des ouvrages, surtout celui de Jean-Marie Dupuy, qui critique plusieurs éléments de la coutume internationale, il vous dit que généralement, la coutume est reconnue par le juge international. C'est lui qui la crée en quelque sorte. Mais bon, ça c'est un avis de la part de Jean-Marie Dupuy. Donc, reconnaissance par la jurisprudence de la coutume. Et là, on peut parler d'une coutume locale. La coutume locale, lorsque vous avez 2 ou 3 États. Généralement 2, parfois 3. On peut parler d'une coutume régionale, c'est-à-dire une coutume qui rassemble juste les États d'une certaine région. Par exemple, la région du Maghreb, ou bien la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou bien de l'Amérique latine, etc. Un groupe d'États. Ou
une coutume générale, c'est-à-dire plusieurs États. La pratique est celle des États les plus intéressés par l'existence de la règle, ce qui est tout à fait normal. Donc, les États qui montrent, soit d'une manière explicite, soit d'une manière implicite, qui sont concernés par cette coutume, vont voir leurs relations avec les autres États qui l'ont accepté aussi, gérées par la coutume. Mais les États qui n'ont pas reconnu et accepté la coutume, ben, bien évidemment, ils ne seront pas concernés par cette coutume. Le deuxième élément qui est très important et qui va de soi avec le premier élément, il est indissociable du premier élément, c'est l'élément intellectuel ou psychologique, ce qu'on appelle l'opinion juriste. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez l'élément matériel, ce que je viens d'expliquer, il est insuffisant pour qu'on puisse parler d'une coutume. Il faut plus de l'élément matériel, un élément psychologique qui est une notion très difficile à manier, comme on peut lire dans plusieurs ouvrages. Est-ce que l'élément psychologique, bien l'élément intentionnel, c'est le fait que les États acceptent cette coutume comme étant une règle de droit. C'est ce que j'ai expliqué au début. Les États doivent avoir la certitude et la conviction que cette coutume est une règle, même s'il n'est pas écrite, une règle obligatoire, comme n'importe quelle règle de droit. C'est ça l'élément intellectuel et psychologique. La conviction chez les États et les organisations internationales de l'aspect obligatoire de cette règle coutumière comme étant une règle de droit. Selon la Cour internationale de justice, les États intéressés doivent avoir le sentiment et la conviction de se conformer à ce qui équivaut une obligation juridique. Alors, plus clair que ça, on meurt. Ça, c'est très, très, très clair. Ça, c'était les propos de la CIJ, des juges de la CIJ, dans l'arrêt relatif au plateau continental de la mer du Nord de 1969. Alors, je vais vous donner quelques exemples de certaines pratiques qu'on peut trouver entre les États, mais qui n'ont pas un effet obligatoire, donc qui ne peuvent pas être considérés comme étant des coutumes. N'oubliez pas, une coutume, c'est comme une règle de droit. C'est une règle de droit. Ce n'est pas comme une règle de droit. C'est une règle de droit, sauf qu'il n'est pas écrite. Mais il y a des pratiques qui n'ont pas cet aspect obligatoire. Exemple, le déroulement du tapis rouge à la sortie de l'avion des chefs d'État. Donc, ça, c'est l'une des plus vieilles pratiques diplomatiques. Mais si, par exemple, lors de la réception d'un autre chef d'État, etc., on ne lui déroule pas le tapis rouge, on ne peut pas engager la responsabilité de l'État, l'État qui a reçu le chef d'État. Parce qu'après tout, ce n'est pas une coutume internationale, c'est juste une pratique et n'a aucun effet obligatoire. Donc, il faut bien faire attention à cet élément psychologique, c'est-à-dire la conviction que la coutume, que cette pratique a un aspect obligatoire. Et lorsque la pratique est associée à cette conviction d'aspect obligatoire, il se transforme en coutume internationale. Comment cet élément psychologique ou bien intellectuel peut-il se manifester? Alors, par deux manières. J'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais les répéter. Soit de la manière active, quand l'adoption d'un comportement va dans le sens de la règle de droit qu'on cherche à invoquer, donc j'agis et je dis, ben voilà, mon comportement s'inscrit dans le même cadre, dans la même voie que celle qui a été adoptée par les autres États dans leur comportement, dans leurs actes et dans leurs déclarations. Bien évidemment, ce n'est pas écrit. Ou bien d'une manière passive, quand un État ne protestera pas contre le comportement d'un État, il ne conteste pas la motivation qu'un État a donnée à son comportement. Donc, un État A a un conflit avec un État B.
L'État B invoque une coutume internationale. Il se défend en se basant sur une coutume internationale. L'État B. L'État A ne conteste pas la coutume internationale. Il ne dit pas que, voilà, moi je ne la considère pas comme étant une coutume. Il l'accepte. Il ne dit rien. Lorsqu'il ne dit rien, il accepte la coutume internationale. Parce qu'il n'a pas protesté l'existence de cette coutume internationale. Donc, les juges vont appliquer les termes de cette coutume internationale aux deux parties au conflit. Pourquoi? Parce que l'État A, lorsque l'État B a invoqué cette coutume internationale, l'État A ne s'est pas opposé à cette coutume internationale. Donc, on considère qu'il l'a accepté d'une manière passive. Ce côté, qui ne dit mot, consent. Très bien. La section 2, la portée, les effets des règles coutumières. Alors, ça c'est très simple, il faudrait retenir ces règles. L'opposabilité de la règle coutumière. Il faudrait distinguer entre deux situations. Lorsqu'on a une coutume locale ou régionale. Ces coutumes locales ou régionales, vous vous rappelez que la coutume locale, c'est entre 2 ou 3 États maximum, et la coutume régionale, c'est une coutume qui rassemble plusieurs États dans une région. Ces coutumes, qu'elles soient locales ou régionales, ne sont applicables que entre les États qui les avaient adoptées expressément, d'une manière claire, et non pas d'une manière passive, implicite. Non, pour tout ce qui est coutume locale et régionale, les États doivent les accepter d'une manière explicite et expresse. Pour ce qui est des règles coutumières à vocation générale, donc qui ne sont pas locales ou bien régionales, là, pas de normes claires, on peut toutefois déterminer quelques règles. Si un État ne s'oppose pas, ne dit pas que je ne suis pas d'accord, si un État ne s'oppose pas expressément à la formation d'une coutume, acceptation implicite. Donc, si un État vous dit, moi, la coutume X, je ne l'accepte pas, je ne la considère pas comme étant une règle de droit, et n'est pas contraignante pour moi, donc, s'il ne dit rien de tout ça, on considère qu'il a accepté. Et là s'applique l'adage qui ne dit mot consent pour les règles coutumières à vocation générale et non pas pour les règles locales ou régionales. Là, il faut une acceptation expresse. Et il y a la théorie de l'objecteur persistant. Faites attention à cette théorie. Si un État s'oppose expressément et d'une manière constante, répétée, à une règle en voie de formation, il y a une coutume qui est en voie de création. On est en train de la créer parce qu'il y a plusieurs États qui commencent à dire, voilà, nous on accepte cette coutume, cette pratique. Donc, lorsqu'un État, à chaque fois qu'il trouve l'occasion, persiste, et on appelle la théorie de l'objecteur persistant. Il refuse et il persiste à refuser. Il refuse cette coutume qui est en voie d'être formée, donc il ne sera pas lié par cette dernière. Ce qui est tout à fait logique parce que n'oubliez pas que sur la scène internationale et en droit international, la volonté et la souveraineté de l'État sont sacrées. Au moins théoriquement, dans certains cas, ils sont loin d'être sacrés. Enfin, qu'en est-il des rapports entre la coutume et la règle conventionnelle? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou bien lorsqu'on trouve un traité, on va l'appliquer par exemple, on a une situation donnée, on a un traité et une coutume internationale qui traitent la même situation. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Le traité ou bien la coutume? Là, il y a des règles très simples à respecter. On sait que la règle coutumière est égale à la règle conventionnelle. On a déjà dit, il n'y a pas de hiérarchie des normes dans le droit international, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le droit interne, avec la hiérarchie des normes tel qu'il a été présenté, défendu par Kelsen dans ses ouvrages. Donc, en droit international,
il n'y a pas de hiérarchie des normes. Donc, si un traité international est signé après, un traité a été signé après la formation d'une règle coutumière. On a une règle coutumière qui est déjà formée. On va signer un traité après la formation de la règle coutumière. Qu'est-ce qu'on va appliquer? C'est très simple. On applique le traité parce que c'est la norme la plus récente. C'est tout à fait normal. On applique l'adage, la loi postérieure déroge à la loi antérieure. On applique, autrement dit, on applique la loi la plus récente. Faites attention. Il y a une liberté de conclure un traité, mais les rapports entre les États tiers, le droit coutumier. Oui, s'il y a une coutume, je prends toujours le même exemple. Il y a une situation qui est abordée aussi bien par un traité qu'une coutume internationale. Je vous ai dit, on a conclu le traité d'une manière a posteriori à la formation de la coutume. Donc, le traité j'aime le bed, la coutume. Qu'est-ce qu'on applique? On applique le traité pour les États qui ont signé le traité et qui l'ont éventuellement ratifié s'il s'agit d'un traité en forme classique. Donc, les États qui se sont engagés à travers le traité ne vont pas appliquer la coutume, ils vont appliquer le traité. Mais les États qui n'ont pas signé ou bien ratifié un traité entre eux, ou bien qui n'ont pas adhéré à ce traité qui est venu après la coutume, donc leurs relations resteront gérées par la coutume. Parce qu'à la base, Aslan, ils n'ont rien signé, ils n'ont rien ratifié dans le cadre du traité international. Ce qui est tout à fait logique. Deuxième cas, si une règle coutumière est créée ultérieurement à un traité. Un traité qui a été signé en 1950, par exemple. Et une règle coutumière qui a été créée, qui s'est formée en 1990. Qui en portera? Qu'est-ce qu'on va appliquer? Eh bien, on va appliquer, bien évidemment, la règle coutumière qui l'emportera sur la règle conventionnelle pour les États qui l'auront acceptée. La même chose. Donc, il y a une nouvelle coutume qui s'est formée d'une manière ultérieure, a posteriori, après la signature d'un traité. Donc, la règle coutumière sera applicable aux États qui l'ont acceptée. S'il s'agit d'une coutume locale ou régionale, il faut l'acceptation expresse, explicite. S'il s'agit d'une coutume à vocation générale, donc soit d'une manière explicite, soit d'une manière implicite. Mais les États qui n'ont pas accepté la nouvelle coutume, donc leurs relations resteront gérées par l'ancien traité international. Donc, ce qu'il faudrait retenir, on applique toujours la nouvelle règle à condition de l'avoir approuvée et de s'être engagé avec cette nouvelle règle. Vis-à-vis d'une autre coutume, alors là, on va comparer entre les coutumes. Lorsque deux coutumes générales portent sur le même objet, parce qu'on a deux coutumes qui portent sur le même domaine, sur le même aspect, sur la même idée, la coutume nouvelle l'emporte sur la coutume antérieure. Ce qui est clair. On a une ancienne et une nouvelle coutume qui gèrent le même domaine. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la nouvelle coutume, bien évidemment, pour ceux qui l'ont acceptée. Ceux qui n'ont pas accepté la nouvelle coutume vont toujours gérer leurs relations par l'ancienne coutume. Une coutume spéciale et une coutume générale. On a une coutume spéciale et une coutume générale. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Eh bien, bien évidemment, on va appliquer la coutume spéciale. Par exemple, je donne un exemple, même si, comme je vous l'ai dit, les coutumes n'existent plus comme avant. Maintenant, elles sont très rares. On a eu des coutumes qui gèrent le droit de la mer. Et on a une coutume spéciale qui concerne juste le littoral. Une partie du droit de la mer. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer celle qui ne concerne que le littoral, parce qu'il est plus spécial. C'est ça la logique. Lorsqu'une coutume générale et une coutume régionale ou locale traitent du même objet, on a une coutume générale et une coutume régionale, bien une coutume locale. Qui emportera, qui gagnera le duel? Donc, c'est la locale qui l'emportera sur la générale à condition
Bien évidemment, c'est normal, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des États tiers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés par la coutume locale. Donc, toujours le même esprit, la même logique, ceux qui ne sont pas membres de la coutume locale, bah, leurs relations resteront gérées par la coutume générale, et ceux qui sont dans la coutume locale, donc, ils géreront leurs relations avec leur propre coutume locale, et donc ils ne seront pas concernés par la coutume générale. Voilà. Comme conclusion, on peut dire que les traités sont souvent une simple codification des coutumes internationales, comme je vous l'ai dit au début, surtout avec la création de la Commission du droit international de l'ONU. Donc, l'exemple le plus frappant, c'est le droit humanitaire, qui était basé sur beaucoup de coutumes, mais par la suite, il a été codifié. Et parallèlement, les coutumes peuvent modifier les traités, comme on a pu le constater dans l'affaire de la Namibie en 1971, mais bien évidemment en prenant en considération toutes les conditions que je viens d'expliquer il y a un moment. Ben, j'espère que c'était clair pour tout ce qui concerne cette nouvelle source, à savoir la coutume internationale. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma boîte mail académique et je répondrai volontiers. Je vous remercie et à la séance prochaine.